chez Picaret, une association basée à Liège qui fait de la sensibilisation à la propriété intellectuelle, protection, recherche, etc. Et une de vos spécialités, vous nous l'avez démontré aujourd'hui, c'était justement de montrer toute l'information qui était disponible, notamment dans les plateformes de dépôt de brevets, donc notamment la plateforme EspaceNet de l'Office européen des brevets. Et c'est assez incroyable parce qu'on trouve véritablement les informations sur à peu près tout ce que vos concurrents éventuellement sont en train à quoi ils réfléchissent, et parfois avant même que ça n'arrive sur le marché. Comment se fait-il justement qu'on trouve autant d'informations sur ces concurrents, sur cette plateforme, notamment de l'Office européen des brevets? Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet est un document qui contient un grand nombre d'informations qu'on pourra dire stratégiques. Alors, à la base, le brevet est un outil de protection d'une invention, d'une technologie, d'un procédé éventuellement technologique. Donc, il va avoir un contenu technique. Donc, en cette matière, on peut rechercher de l'information technique de la part de ses concurrents. Mais l'autre avantage, c'est qu'il est également juridique. Et il est également concurrentiel, c'est-à-dire que quand quelqu'un dépose un brevet, il est identifié, c'est une procédure officielle. Ce qui permet donc de savoir son concurrent, on connaît le nom de l'entité, ou ça peut être un inventeur isolé parfois aussi, donc on peut aussi identifier des personnes. Donc, si par exemple on connaît 3-4 concurrents qui brevettent, il peut être intéressant de chercher dans ces bases-là le nom de ses concurrents pour savoir ce qu'ils déposent. Et de par le contenu technique des brevets, on peut comprendre techniquement qu'est-ce qu'ils protègent et donc vers quoi ils sont en train d'évoluer. Parce qu'il faut savoir qu'un brevet arrive beaucoup plus tôt qu'une mise sur le marché, puisqu'il faut anticiper ce qu'on va appeler une publication. Donc, quand on protège, on ne doit pas avoir divulgué son invention. Donc en quelque sorte, ça revient très en amont des projets et notamment de la partie plus commerciale. C'est ça. On voyait justement dans l'exercice ici, malgré tout, la difficulté de trouver l'information. Vous donniez un exemple, la SNCO, a priori, on chercherait sur machine à café avec capsules préfabriquées, quelque chose comme ça. Finalement, non, on a souvent des dénominations sur système de fabrication de boissons chaudes. Ça rend quand même très très compliqué la recherche, pourtant il y a moyen de s'y retrouver. Oui, alors bon, il faut apprendre, disons, on ne va pas chercher des mots-clés comme dans Google, enfin on aura des réponses, il y a quand même des brevets qui utilisent un vocabulaire commun, mais il faut savoir, si je prends par exemple un stylo à billes, il pourrait être décrit par un dispositif pour écrire, donc il faut avoir une certaine tournure d'esprit. Mais cela, on peut aussi le compléter par ce qu'on appelle des classifications, donc en fait tous les offices vont classer par domaine technologique les brevets, ce qui alors à ce moment-là permet de s'affranchir du vocabulaire que l'inventeur, que la personne qui dépose va utiliser, qui sont parfois quand même un peu tirés par les cheveux. C'est ça. Et vous donnez cet exemple aussi que, toujours pour la machine à café, donc on avait une machine à production de boissons chaudes, oui. Mais quelque part l'office des brevets lui-même créait des sous-catégories quand une catégorie devenait trop large. Oui. Et donc il y avait moyen effectivement d'affiner grâce au travail en amont de l'office. Donc les classifications sont très élaborées. Donc l'international, il y a près de 70 000 sous-divisions. En Europe, c'est beaucoup plus. Certains pays comme le Japon, c'est même encore bien au-delà, dans les 350 000. Et donc, quand on prend le temps de parcourir, et donc là par exemple l'Office européen dans son outil EspaceNet offre un outil de recherche de classification, on peut aller affiner jusqu'au moment où, pour prendre l'exemple de la SNCO, il fallait non seulement prendre l'appareil pour préparer des boissons, mais on aboutissait à un moment à des crépines pour le café. Donc ce qui soutient le petit pad qu'on met dedans. C'est ça. Pour terminer, un autre exemple que vous donniez, c'était par rapport aux éoliennes. Oui. Voilà, il y a 4 grands acteurs, donc il y a moyen de chercher par rapport aux 4 grands acteurs, Siemens, Vestas, des gens comme ça. Mais il y avait aussi moyen de créer des classifications par rapport au mode, au prototype ou l'approche d'une éolienne. Alors on donnait par exemple l'exemple de l'hélice classique qu'on connaît, ou bien du modèle type anémomètre, oui. Où on voyait par exemple qu'il y avait beaucoup moins de dépôts de brevets et ça pouvait être analysé comme soit une opportunité, soit le fait justement que les grands groupes ne s'intéressaient pas encore à ça. Là aussi peut-être. Donc alors là, le premier stade, c'est rechercher, collecter l'information brevet. En cela, ça rejoint un peu l'intelligence stratégique. On va collecter l'information, on va la consolider, l'analyser, pour pouvoir faire une influence. Je n'ai pas envie de dire, on n'est peut-être pas dans ce rôle-là en propriété intellectuelle, mais plus
À partir du moment où on va avoir des informations sur les concurrents, on va essayer de garder une longueur d'avance sur eux, ou en tout cas ne pas prendre du retard, parce qu'on anticipe, ou en tout cas on prévoit beaucoup plus tôt, on subit moins leurs évolutions technologiques, les tendances, les marchés vers lesquels ils s'orientent. Et ça, c'est le fait que le brevet vient très tôt dans les projets qui permet, de fait qu'ils sont d'accès public, à voir, tiens, mon concurrent, il travaille là-dessus, il est en train de s'orienter pour prendre l'éolien, mais il est en train de développer de nouvelles technologies éoliennes. Dans 2-3 ans, ce sera sur le marché et donc je peux réagir à ça. Quand on fait l'étude, au lieu de chercher un brevet en particulier, on commence à le faire sur un grand nombre de brevets vis-à-vis de plusieurs concurrents. Ça permet d'avoir une vue globale, d'avoir ce qu'on appelle une cartographie brevet du monde sectoriel dans lequel on se trouve.